Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission, vous la connaissez, Club Média 7, le rendez-vous donc de tous les dimanches sur la télévision nationale qui permet justement aux journalistes d'opiner sur l'actualité politique de la semaine. Et puis la semaine écoulée a été assez riche d'ailleurs en informations du point de vue politique. Nous aborderons 3 sujets au cours de cette émission avec mes invités. Nous parlerons notamment de cette rencontre du président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a rencontré les partenaires sociaux, les centrales et confédérations syndicales. Objectif dénouer la fronde sociale qui accourt donc depuis quelques mois au Bénin. Le chef de l'État a également rencontré dans la même semaine le clergé catholique du Bénin. Le président de la République a échangé justement avec les évêques du Bénin, notamment la conférence épiscopale. Et puis, le tout dernier sujet que nous aurons le plaisir d'aborder ici, c'est bien ce deuxième congrès des forces Kori pour un Bénin émergent qui a eu lieu donc à Parakou, dans la cité des Kobourou. Un congrès justement que nous allons également décrypter ici sur ce plateau avec nos invités sur ce plateau. Jean-Claude Kouagou, vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Matinal. Jean-Claude Kouagou, c'est un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau que vous connaissez bien. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Loïc, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision nationale. Voilà. Et puis tout à l'heure, il sera là dans quelques petites secondes, le temps de suivre la revue de presse. James Bagidi, lui, il est le rédacteur en chef de Eden TV qui est déjà dans ce studio, qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Le temps justement de vous permettre, mesdames et messieurs, de suivre la revue de presse et juste après, on revient. Amis de Club Média 7, bonjour. Les choses semblent mieux aller sur le front des négociations avec les partenaires sociaux et le gouvernement. La Nation en sa deuxième une, négociation gouvernement central syndical, des avancées et des réserves. Le quotidien de service public reprend les propos de Anselme Amoussou, secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes CSA Bénin, qui déclare, citation, « Ce n'est pas la fin de la grève puisque après avoir fait le point, on s'est rendu compte que sur un certain nombre de points capitaux, nous ne nous sommes pas entendus. Les points de divergence sont restés notamment sur la question de l'application des statuts particuliers. » Fin de citation. Le journal poursuit toujours avec le même syndicaliste qui signale que sur la question du SMIG, le point d'accord a été que le gouvernement convoque au plus tard la fin du mois de mars les discussions avec le patronat pour trancher parce que les syndicats demandent une augmentation de 40 000 à 80 000 francs CFA. L'économiste parle alors de cette exigence et titre en manchette « Relèvement du SMIG au Bénin, les syndicats réclament 80 000 francs CFA ». On apprend dans ce quotidien que les confédérations syndicales et le président Patrice Talon ont tenu une séance de négociation le mardi 6 février 2018 à Cotonou. Cette rencontre n'a pas accouché de mesures concrètes. Par contre, les syndicats ont proposé que le salaire minimum interprofessionnel SMIG passe de 40 000 à 80 000 francs CFA. Affichant un tableau comparatif du top 10 des SMIG en Afrique francophone, le journal précise que le Bénin occupe actuellement la 9e position avec un SMIG de 40 000 francs CFA et que le Gabon est en tête avec un SMIG de 150 000 francs CFA. Le Matin évoque la même rencontre entre Patrice Talon et les centrales syndicales et titre que la voie du consensus est retrouvée. Au terme de la rencontre, le chef de l'État a su convaincre les syndicalistes sur certains points et un consensus semble trouvé pour parvenir à un accord susceptible de mettre fin à la crise sociale en cours dans le pays, explique le journal. La Nouvelle Tribune n'est pas de cet avis et titre « Discussion entre le chef de l'État et les centrales syndicales, la grève toujours maintenue ». Selon ce journal, le chef de l'État a appelé de tout cœur à l'arrêt des mouvements de grève. Mais visiblement, les conditions ne sont pas encore réunies pour que les centrales et confédérations accèdent à sa requête. Mais le
Progrès est plus optimiste. À sa une, il écrit « Rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales vers l'apaisement de la tension sociale ». L'autre vision plus précise titre à sa manchette « Tête à tête, partenaires sociaux et chefs de l'État, talons soucieux de la répartition équitable des ressources de l'État ». Le journal soutient que la rencontre aura tenu sa promesse parce qu'ayant permis au président Talon d'expliquer aux partenaires sociaux l'état des caisses de l'État et l'impossibilité pour le gouvernement d'en rajouter aux charges déjà gonflées par le régime précédent. D'une rencontre à une autre, cette fois-ci avec la conférence épiscopale. La priorité affiche à sa une. Rencontre entre le chef de l'État et la conférence épiscopale, Talon et le clergé catholique en parfaite symbiose. Bénin Intelligent y consacre également sa manchette. Patrice Talon face au clergé catholique, je fais ce que j'ai promis aux Béninois. Le journal révèle que touché par l'appel patriotique du clergé catholique issu de sa session plénière ordinaire des 24, 25 et 26 janvier dernier, le président Talon a reçu une délégation de la conférence épiscopale du Bénin conduite par Monseigneur Victor Agbanou. Occasion pour afficher face aux évêques le courage qu'on lui reconnaît, surtout concernant les réformes impérieuses pour révéler le Bénin. Citation, « Ce que je fais ne doit surprendre personne puisque je l'ai annoncé pendant ma campagne. J'ai dit que notre pays a besoin de réformes. C'est vrai qu'il faut préserver la paix sociale, mais à vouloir le faire au sacrifice des efforts et des exigences du pays, nous allons compromettre l'avenir. » Fin de citation. La presse du jour conclut alors rencontre du chef de l'État avec la conférence épiscopale, le clergé bien éclairé sur les actions de Talon. En pêle-mêle, l'économiste titre Direction générale des impôts, des performances satisfaisantes en 2017. Le quotidien révèle que 403 milliards ont été mobilisés contre une prévision de 415 milliards de francs CFA pour l'année 2017, soit un taux brut et un écart positif de 21 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un taux de progression de 5,11%. Toujours avec l'économiste, Caisse autonome d'amortissement du Bénin, le DG Dieudonné Daon relevé de ses fonctions. Selon le journal, il est reproché au directeur général de la Caisse autonome d'amortissement ainsi qu'à certains de ses cadres du ministère des Finances du laxisme dans le traitement du dossier de l'annulation de 2 accords de prêt de la Banque islamique de développement. Il s'agit ici du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur au Bénin et du programme intégré d'appui à la microfinance phase 2. Fraternité reprend Joseph Djogbenou sur les raisons du limogeage du DG CAA. Il y a de l'espoir pour l'accord de prêt de la BID. Ce sera tout pour la revue hebdomadaire de cette semaine. C'était Ulvaeus Balogun à la présentation. À dimanche prochain. Et voilà, 7 jours au Bénin, la revue de presse signée Ulvaeus Balogun. Merci à vous donc pour ce point complet sur l'actualité de la semaine. Je vous l'annonçais dans ce studio, sur ce plateau avec moi, Jean-Claude Kouagou et James Gbagidi. James Gbagidi, bonsoir. Bonsoir, cher ami, et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs à qui je présente mes excuses pour ce léger retard. Voilà, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez d'ailleurs suivi avec moi cette revue de presse et cette rencontre entre le président de la République et les partenaires sociaux. Que vous a inspiré justement cette rencontre? Dites-nous. Merci. Vous savez, quand le chef de l'État se décide à rencontrer les partenaires sociaux, c'est toujours un moment de vérité. Moment durant lequel les deux parties se livrent à un exercice de vérité, et en tout cas ce que chacune de ces parties-là croit être la vérité suprême. Et on a entendu le président de la République rappeler aux acteurs syndicaux ce qu'il estime comme étant nécessaire à prendre en compte dans la lutte syndicale qu'ils sont en train de mener pour l'occasion. En réalité, il leur a fait observer que ce qui a fait l'objet de leur entrée en mouvement de grève, c'est-à-dire cette loi votée par le Parlement sur la suppression du droit de grève à certains corps de la fonction publique, n'était plus à l'ordre du jour, en tout cas plus pour le moment, et que, en conséquence, leur grève n'était plus indispensable en la circonstance. Et les autres partenaires n'ont pas manqué de dire au chef de l'État qu'ils estiment que les accords antérieurs n'ont pas été respectés, que les engagements pris par le chef de l'État ne l'ont pas été. Le chef de l'État,
en leur répondant, a bien fait valoir qu'il souhaiterait qu'il lui fasse connaître lesquels de ces engagements il pense n'avoir pas été respectés. Ce qui a été quand même assez intéressant, c'est cet exercice de vérité dans lequel chacun a pu, sans avoir de réserve majeure, dire à son vis-à-vis ce qu'il lui reproche et ce qu'il entend le voir faire dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, pour que la tension sociale puisse enfin être dégelée. Et c'est justement pour moi ce qui était le plus important. On n'est pas encore arrivé à un accord définitif, mais il semble que les choses soient en bonne voie, comme l'a dit un leader syndical, pour que le dégel puisse s'installer très prochainement. En tout cas, c'est une rencontre, Jean-Claude Kouagu, qu'on attendait entre le président de la République et les partenaires sociaux. Finalement, elle a eu lieu, cette séance. Beaucoup de points ont été abordés, histoire donc d'apaiser quand même, je dirais, de baisser la tension sociale. Tout à fait. Dans la même logique, il faut déjà signaler que c'était 5 heures d'horloge. 5 heures d'horloge. Et qu'au cours de ce long moment, les deux parties, à savoir les leaders syndicaux d'un côté et puis le chef de l'État et les membres du gouvernement de l'autre côté, ont échangé profondément sur les questions sur lesquelles ils ne s'entendaient pas et qui sont à l'origine de ces mouvements successifs de grève dans le pays et qui paralysent le fonctionnement de l'administration et qui rend cette administration publique improductive et donc avec des répercussions négatives sur ce qu'on peut attendre comme étant croissance économique, parce que tout résulte du travail que chacun de nous fait dans le pays. Alors, les grèves incessantes ne favorisent pas le développement du pays. Et donc, la rencontre était une rencontre, disons, de vérité à la suite, disons, des échecs, si on peut l'exprimer ainsi, parce qu'il y a un cadre de concertation présidé par le ministre d'État Abdoulaye Biachane. Et donc, si, malgré les multiples rencontres que ce cadre de concertation a eu, il s'est avéré nécessaire de faire recours au chef de l'État, c'est qu'à un moment donné, on estimait qu'il fallait qu'il faut faire recours, avoir recours au dernier magistrat, ou bien, comme on le dit, au premier magistrat. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'il faut situer la rencontre entre le chef de l'État et les leaders syndicaux. Par la suite, oui, dans la forme et dans le fond, c'était d'abord une rencontre au cours de laquelle les différents acteurs ont été bien disposés de sorte à communiquer franchement. Donc vous voyez, c'était autour d'une table et non des autorités d'un côté et puis les autres assis comme dans une salle de classe. Donc c'était autour. Le dialogue, il était assez franc et cordial. Voilà, donc il était franc et du côté du chef de l'État, les mots étaient bien forts mais empreints de courtoisie. Du côté des leaders syndicaux, ils ont exprimé ce qu'ils pensaient être à l'origine des différents mouvements, et en l'occurrence, le vote de la loi interdisant ou supprimant le droit de grève à certains corps de métier de la fonction publique. Mais puisque la Cour constitutionnelle a décidé de disons, contraire à la Constitution, cette disposition et que la copie était retournée au Parlement, je crois que ce n'était plus à l'ordre du jour que le droit de grève, ou bien la suppression du droit de grève soit toujours à l'origine des mouvements perlés. Et donc, on est stupéfait de savoir que ce principe-là revenait au nombre des points de désaccord. Mais au-delà, aujourd'hui, je crois, les leaders syndicaux soulèvent le problème du salaire minimum international garanti, le SMIC, qu'il faut relever de 40 000 à 80 000. Alors, avant de venir, Jean-Claude Kouagu, si vous le permettez, de revenir justement à ce point capital, notamment le relèvement du SMIC, vous avez commencé par parler justement du retrait du droit de grève. Je dirais, cette loi qui a été proposée donc au Parlement, analysée, la Cour constitutionnelle qui a demandé à ce que cela soit recadré. C'était l'un des points d'achoppement au cours de cette discussion. James Mbaguidi, les syndicalistes, finalement, je dirais, ont quand même compris réellement pourquoi le chef de l'État avait décidé avec son gouvernement de pouvoir réellement retirer le droit de grève, notamment à certains corps comme la santé et la justice.
Je ne sais pas s'ils ont compris. En tout cas, le chef d'État l'a expliqué. L'a expliqué de long en large. Certains ont eu l'air de l'avoir compris. À mon sens, tous n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde que le chef de l'État à l'occasion, en tout cas après avoir écouté les explications qu'il a données. Ce qu'ils ont estimé comme étant disons, la faute commise par le chef de l'État qui, il faut le dire, n'assume pas totalement d'avoir pris l'initiative de cette loi-là, puisqu'il le répète souvent quand il le dit, que le Parlement a agi en vertu de ses prérogatives. Absolument. Et donc, mais étant donné que c'est lui qui détient aujourd'hui la majorité au Parlement, il est bénéficiaire et peut-être même initiateur par personne interposée de cette disposition légale qui finalement a été retoquée par la Cour constitutionnelle. Et les explications qu'il donne, notamment comme celle qui consiste à respecter les droits des usagers de la fonction publique, le droit des patients pour ce qui concerne le secteur de la santé. Ces explications-là, je pense que les leaders syndicaux savaient tout cela. Et ils ont usé de l'arme de la grève quand même, surtout sans service minimum à un certain moment, 5 jours sur 5 dans le secteur de la justice, par exemple. Ils en ont usé non plus seulement comme une arme de revendication corporatiste, mais surtout une arme de revendication politique. Nous étions arrivés à une crise qui prenait l'allure d'une crise politique dans le pays. Et il faut, même si beaucoup ont critiqué la décision de la Cour constitutionnelle, et si on a des choses à redire par rapport à la décision de la Cour, il faut quand même, à un certain moment, reconnaître que notre Cour constitutionnelle a agi en tenant compte également du climat social qui régnait dans le pays pour calmer un peu, un tant soit peu la tension, parce que cela lui est déjà arrivé par le passé de prendre des décisions qui vont dans le sens de cette tension, en tout cas de cet apaisement de la tension sociale à travers le pays. Et donc, en dépit des explications que le chef de l'État a données, tous n'ont pas, à mon sens, vraiment compris, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ils sont conscients que cette revendication-là doit sortir de la liste de celles qui les ont amenés à entamer un mouvement de grève. Et ce sur quoi ils s'arc-boutent encore aujourd'hui, c'est qu'ils estiment que le chef de l'État a pris des engagements vis-à-vis d'eux, et avant que ces engagements n'aient été respectés, qu'il aurait poussé sa majorité au Parlement à voter un projet, en tout cas une loi qui leur retire le droit de grève, donc qui leur retire la seule arme de revendication dont ils disposent, et ils estiment que ce n'est pas très équitable en termes de loyauté de la part du gouvernement, de la part du chef de l'État, et c'est cela qu'ils lui reprochent. Et c'est cela, pour cette raison, qu'ils continuent, pour certains, de maintenir leur mouvement de grève. Et c'est justement au-delà de ce qu'on peut leur reconnaître comme raison. Je crois qu'il y a un moment où il faut savoir raison garder et revenir à de meilleurs sentiments. Oui, mais dans le cas d'espèce, Jean-Claude Kouagou, la Cour constitutionnelle, la haute juridiction, a cassé, je dirais, en griffe cette loi en décidant de recadrer. Donc cela ne devrait plus peut-être constituer un mobile de grève. Avant la décision de la Cour constitutionnelle, je l'écrivais sous ma rubrique hostile dans le quotidien Le Matinal, qu'il fallait encadrer le droit de grève en vertu de l'article 31 de la Constitution, qui dit d'une part que le droit de grève est un droit constitutionnel reconnu aux travailleurs, mais qu'il revenait aux législateurs de pouvoir, à travers une loi, dire les conditions dans lesquelles il faut exercer ce droit de grève. À partir de cet instant, moi je crois qu'il était important que le Parlement puisse en tenir compte. Ça fait un. Deuxième chose, l'encadrement. Les gens estiment, à tort ou à raison, que c'est parce que expressément on a écrit dans cette loi qui a été, disons, qui retourne en examen, expressément on a écrit qu'il faut supprimer ou bien retirer le droit de grève, et c'est ça qui pose problème. Moi j'estime qu'on peut interdire sans interdire, c'est-à-dire corser les conditions de recours au droit de grève, de sorte que même recourir à la grève serait peut-être pratiquement impossible. Et ce travail revient à nos parlementaires. On peut organiser le droit de grève, de sorte qu'on puisse dire, tout au long d'une année civile, l'administration publique ne peut plus être paralysée qu'au-delà de 5 jours ouvrables. C'est-à-dire
tous les syndicats, toutes les centrales syndicales et confédérations syndicales ont 5 jours durant une année civile pour exercer leur droit de grève. Ce sont des pistes que ce sont des consultations qui ne sont pas payantes. Donc, moi, je pense qu'on peut organiser le droit de grève. Et à partir de ce moment-là, le problème serait fini. Donc, on n'a pas retiré, mais on a organisé. Puisque les secteurs sur lesquels les députés ont cru devoir voter et délibérer qu'il fallait leur retirer le droit de grève, ce sont des secteurs sensibles. Absolument. La santé. En 24 heures, vous mourrez d'un palu. Absolument. La sécurité. Si on n'en a pas, on meurt tous les jours. On ne protège pas nos ressources financières. Et vous savez que c'est les agents de sécurité qui assurent justement la garde de nos ressources. Quoi d'autre encore? Donc on a parlé d'un certain nombre de secteurs qui sont très sensibles pour la République et qui sont même, je dirais, des secteurs vitaux de la République. Et donc, il fallait trouver le mécanisme. À défaut d'interdire expressément, de supprimer expressément, on peut, corser les conditions de recours à la grève. Deuxièmement, organiser de sorte que, s'il est possible de faire valoir le droit de grève, qu'on ne dépasse pas un certain nombre de jours pour toute l'année. Alors, en attendant, peut-être que... dans certains pays, oui, on fait la grève sur place. On fait la grève. Il y a différents types on peut manifester de manifestations. De plusieurs moments. Et je voudrais vous surprendre en disant que à quel moment de notre pays le droit de grève a eu plus d'impact sur la nation. Ce n'est pas au moment où le droit de grève était autorisé dans la loi fondamentale, sous la Révolution. Non. Donc la loi fondamentale, je crois, d'août 78, si ma mémoire ne faillit pas, n'autorisait pas le droit de grève. Mais entre 86 et 89, lorsque c'était devenu insupportable pour le peuple lui-même, ce n'était plus seulement les fonctionnaires, mais c'est le peuple qui s'est levé et a fait chuter le régime. Et le dernier exemple, c'est le Burkina Faso, avec la chute du régime de Blaise Compaoré. Vous vous rappelez, absolument, il y a moins de 2 ans, c'était aussi la pression populaire qui a fait partie le pouvoir là. Alors, donc, ce n'est pas en autorisant ou non, dans la Constitution ou dans une loi, le droit de grève qu'on résout ce problème-là. D'accord. En attendant, peut-être que les parlementaires ne puissent justement revoir les choses et recadrer comme la Cour le leur demande. Il y a l'autre, Jean-Claude en parlait, l'autre revendication des syndicalistes, à savoir le relèvement du SMIC. Ils sont en droit de le demander. Oui, et le relèvement du SMIC, c'est tout à fait légitime. Si vous suivez la logique des centrales syndicales, des syndicats en général, le relèvement du SMIC et le montant qu'ils exigent désormais pour le SMIC, c'est-à-dire 80 000 francs CFA, tient compte du coût de la vie et tient compte dans une logique implacable de ce dont le fonctionnaire béninois, je dirais même le béninois moyen, a besoin pour vivre, même pas décemment, pour survivre. Avec 40 000 francs, c'est compliqué. Voilà, avec 40 000, aujourd'hui, c'est 40 000 francs. Il demande que ce montant soit doublé, c'est-à-dire qu'il passe à 80 000 francs. Et de cela, ils ont déduit clairement les frais de loyer, ils ont déduit les frais d'électricité, les frais d'eau, de facture d'eau, ils ont déduit le montant des frais de santé, combien doit coûter pour le citoyen la consommation, la pension alimentaire mensuelle pour sa petite famille, en sachant que la famille au Bénin, la petite famille au Bénin, c'est entre 3 et 5 personnes. Et donc, ce n'est pas du tout exagéré que de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti à 80 000 francs, de vouloir qu'il soit fixé à 80 000 francs. Mais au-delà de cela, quand on a fini de faire cette proposition, il faut aussi regarder la capacité des entreprises au Bénin de payer un tel salaire. Parce que quand on a fixé le SMIC, ce n'est pas seulement l'État qui doit payer ce montant de 80 000 francs, qui doit augmenter de 40 000 francs, ce qu'il payait déjà à tous les fonctionnaires. Il faut que tous les privés puissent également se mettre en rang. Donc vous estimez que ce n'est pas possible, c'est ça? Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Certainement que les
les syndicats, comme à leur habitude, demandent le plus pour avoir le moins. Mais sinon, quelle entreprise, quelle petite et moyenne entreprise au Bénin aujourd'hui est en mesure de payer 80 000 francs de salaire minimum à ses employés? Si nous essayons de le voir, je crois que en quelques mois, la quasi-totalité des petites et moyennes entreprises au Bénin vont fermer. On ne sera plus en mesure de garantir l'emploi. Alors, si on veut garantir l'emploi et garantir, je dirais, la capacité de survie du Béninois, mais que ça va aboutir à la destruction de l'emploi, je pense qu'il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir autrement. Jean-Claude Kouagou, les Béninois survivent. Oui, ça c'est une vérité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce que moi je voudrais dire à propos du SMIC, c'est que au-delà de 80 000, on peut même le relever davantage. On peut aller à 120 000, à 150 000. Mais n'est-ce pas que c'est un salaire? Et comment se définit le salaire? Ce sont les efforts que chacun de nous a produits qui ont généré des ressources et ce sont ces ressources qui sont redistribuées. Si nous avons travaillé à la hauteur de ce que le SMIC soit à 200 000 francs, cela va se faire. Mais si nous sommes dans un système de paradoxe où tout le temps on va dans la grève, mais on ne pourra pas recouvrer suffisamment pour le trésor public et exiger de l'État qu'il puisse nous payer 80 000. Donc, si aujourd'hui, la capacité économique du pouvoir d'État est telle qu'il faut maintenir 40 000, ça va se maintenir. Si c'est pertinent, cette proposition, parce qu'il faut le reconnaître, le coût de vie très cher. Ça grimpe là. Donc ça grimpe et qu'il faut en conséquence relever aussi le pouvoir économique des citoyens. Je suis entièrement... James Kouagidi est clair, hein? C'est pas possible maintenant. Hein? En l'État, c'est pas possible. Bon, moi je ne peux pas présager parce que je ne suis pas décideur. Mais je dis en tant qu'analyste, c'est possible de relever, de tripler même, si nous travaillons et que nous n'allons pas en grève tout le temps, pour que de nos productions, on puisse épargner, économiser pour redistribuer. Le problème est facile à régler. Mais si ce n'est pas ça, et que nous sommes tout le temps dans les mouvements de grève, ça va amincir les caisses de l'État, puisque notre budget est essentiellement fiscal, n'est-ce pas? Alors, quand la douane se met en grève, on perd combien de milliards par jour? Si la douane doit se mettre en grève pendant une semaine, on a perdu combien de milliards? Donc vous estimez qu'il faut... Quand les impôts... Le droit de grève... Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Quand les impôts décident d'aller en grève, nous perdons combien de milliards par jour? Si nous-mêmes, en tant que citoyens, ne sommes pas suffisamment civiques pour payer nos impôts, nous perdons combien de milliards à l'État? Et c'est tout ça là qu'il faut essayer de corriger. Et c'est pourquoi moi je suis... Pas parce que je l'aime particulièrement, mais je suis totalement d'avis avec le chef de l'État que ce pays mérite d'être réformé. Et ce sont ces réformes-là qui sont douloureuses à l'heure actuelle. Et nous devons l'assumer, puisque c'est sur ce principe fondamental qu'il a bâti son projet de société. Nous avons adhéré, en tout cas, que nous, les Béninois, en majorité, nous avons adhéré. Et il a d'ailleurs rappelé à volonté devant les syndicalistes et même devant le clergé. Mais in fine, James Kouagidi, est-ce que quelque part, il n'y a pas comme un goût d'inachevé au terme de cette rencontre avec les syndicalistes? Parce que justement, ils n'ont rien obtenu concrètement. Ni les syndicalistes... C'est ce qu'ils estiment, puisqu'ils sont repartis encore en grève. Oui, bien sûr. Je dis, ni les syndicalistes, ni le chef de l'État n'ont atteint les objectifs qui sont les leurs. Le chef d'État voulait que les mouvements de débrayage cessent et cessent une bonne fois pour toutes afin que dans la sérénité, le dialogue social se poursuive. Mais les syndicalistes voulaient que le chef d'État leur donne des garanties et aujourd'hui, ils ne sont plus, en tout cas, totalement en confiance. Quand le chef d'État s'exprime pour se dire qu'il vaut mieux renoncer provisoirement, tout au moins, à leur mouvement de débrayage pour obtenir quand même les résultats à travers le dialogue social, comme je le disais. Donc, effectivement, on est resté un peu sur notre faim. J'ai vu beaucoup d'organes de presse au lendemain de cette rencontre estimer que nous allons vers le dégel. C'est vrai, il y a déjà un dégel. Ça, il ne faut pas se faire... c'est déjà bien qu'ils s'asseyent autour de la même table. Ils ont reproché au chef d'État de ne pas être
toujours attentif, de ne pas être toujours présent, de ne pas leur accorder suffisamment le temps nécessaire, en tout cas pour écouter leurs revendications. Il estime également que certains ou que les ministres qui leur sont envoyés parfois n'ont pas totalement les mains libres pour prendre les engagements. Et donc, cette fois-ci, en ayant rencontré le chef de l'État, on est passé d'une étape à une autre. Le dégel a commencé, mais malheureusement, on n'a pas pu obtenir totalement gain de cause ni d'un côté ni de l'autre. Justement, à quoi devrait-on s'attendre maintenant, vu qu'il y a encore grève, on n'a rien obtenu, les syndicalistes? Je pense que c'est le dialogue qui va se poursuivre. Les syndicalistes souhaitent maintenir la pression sur le gouvernement. C'est ce qu'ils pensent être leur arme la plus efficace. Aujourd'hui, c'est le recours à la grève. On ne va pas le leur interdire. Malheureusement, cela a un impact négatif sur la croissance, a un impact négatif sur beaucoup de Béninois, beaucoup des usagers des services publics vont encore en pâtir cette semaine. Mais c'est leur moyen à eux de maintenir la pression sur le gouvernement, peut-être même de permettre que d'autres séances avec les ministres, avec les personnes les plus indiquées puissent avoir lieu dans les meilleurs délais et aboutir à une réponse définitive à leurs revendications. Et en cela, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à leur reprocher. En tout cas, Jean-Claude Kouagou, les discussions vont se poursuivre puisque cette semaine encore, il y aura grève. On verra le comportement que les syndicalistes vont adopter face justement, je dirais, à ce comité qui a été mis sur pied, dirigé par le ministre d'État, Blaise Biotchané, pour pouvoir continuer les échanges. Mais il y a eu, pour finir avec ce sujet, il y a eu, je dirais, une semaine assez chargée pour le chef de l'État, puisqu'après les syndicalistes, le président de la République a rencontré aussitôt le clergé. Et devant la conférence épiscopale, le chef de l'État a rappelé qu'il a fait ou qu'il est en train de faire ce qu'il a promis justement aux Béninois et aux Béninoises. Oui, c'est évident. Ça entre en ligne de compte du développement que j'ai fait tantôt. Pour ma part, je pense que le clergé est beaucoup plus allé confesser sa bonne foi sur une de ses lettres rendues publiques récemment et qui a été sujet à des interprétations soit judicieuses ou malveillantes selon qu'on soit d'une tendance politique ou non. Et donc, le clergé est allé réaffirmer son point de vue sur cette lettre-là auprès du chef de l'État. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus une confession pour se faire, se faire bien comprendre auprès du chef de l'État qu'on ne pense pas que le clergé se mêle à la politique politicienne, quand bien même c'est un devoir aussi vis-à-vis de Dieu pour le clergé de pouvoir intervenir sur le plan social, de participer à l'éducation des citoyens à travers, pour ce qui est du catholicisme, à travers l'évangile, à travers la parole de Dieu. Et donc, le clergé est allé, mais on peut aussi, puisque les questions de la nation ont été abordées, le clergé aussi voudrait bien voir la crise, la tension sociale s'estomper. Absolument. Et je crois que dans cet exercice-là, ils ont utilisé les mots qu'il fallait pour certainement toucher la sensibilité, le cœur du chef de l'État. Mais le chef de l'État, pour les propos que nous avons eus en retour, il était aussi franc, sincère et ferme sur ses propos. Et il dit expressément: je fais ce que j'ai promis aux Béninois. Et c'est ce que je vais aussi développer longuement tout à l'heure. Donc, moi, il n'y a rien qui me surprend là. Le clergé allait faire sa confession pour se faire bien comprendre de sa lettre rendue publique récemment. Puis, des questions d'intérêt national ont été débattues. En tout cas, le clergé est désormais bien informé sur les actions du chef de l'État, James Gbakidi. Mais l'autre déclaration forte, vous avez suivi Monseigneur Antoine Gagné qui, s'adressant au président de la République, est revenu sur le fait qu'ils sont aussi des citoyens et que le chef de l'État devrait, quand on lit en filigrane ses propos, le chef de l'État devrait également les consulter avant d'opérer certaines réformes. Que pensez-vous justement de cette déclaration de Monseigneur Gagné? Alors, ce que j'estime, c'est que le clergé catholique, par le passé, a joué un rôle très important dans l'histoire du Bénin. Le clergé catholique a une place particulière
dans le microcosme, je dirais même politique du Bénin, parce que au-delà de tout, le clergé catholique vient toujours en dernier ressort apaiser les tensions, surtout les tensions sociales. Oui. Et depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, il y a quand même un certain nombre de personnes qui estiment que lui, en particulier, n'a pas de très bon rapport avec le clergé catholique. On lui prête même d'autres foi religieuses, Absolument. Ce qui l'a amené devant le clergé clairement à réaffirmer sa foi catholique. Et on l'a vu, il a d'ailleurs communié récemment à l'Épiphanie à Porto Novo. Absolument, et ça c'est juste un peu avant cette rencontre. Absolument. Et donc cela va dans le sens de ce qu'il reconnaît le rôle du clergé catholique, il reconnaît l'importance que le clergé catholique a dans le règlement des problèmes politiques, sociopolitiques qui existent dans le pays. Mais il faut aussi reconnaître une chose, le président Patrice Talon n'est pas un homme qui se penche dans les médias, qui se livre à du matu-vu, qui s'expose par-ci ou par-là, que ce soit avec le clergé catholique ou avec quiconque. Quand il doit rencontrer quelqu'un, ça se fait la plupart du temps dans la discrétion. Il est assez discret. Et voilà, justement, et c'est dans ces circonstances que les Béninois, habitués pendant les 10 précédentes années à un tapage médiatique excessif en faveur des actions du président de la République, se demandent si celui qui est au pouvoir aujourd'hui mène des actions, et c'est tout cela qui amène donc à avoir un regard qui n'est pas toujours le plus approprié sur l'action du président Patrice Talon. C'est pour cela qu'il était utile que le clergé catholique aille donc après cette lettre dont vous avez parlé, le voit et échanger avec lui dans la mesure de ce qui a été dit, pour que chacun puisse être vraiment imprégné de ce qui a été dit. Maintenant, quand Monseigneur Gagné estime qu'il faut consulter le clergé catholique, je pense que c'est tout à fait raisonnable, parce que le président de la République semble ne pas prendre langue avec ce clergé catholique-là, et un certain nombre de personnes ont pu le confirmer à travers des supputations qui ont circulé par-ci par-là. C'était très bien que chacun puisse s'exprimer, que je dirais le calumet de la paix soit fumé entre ces personnes-là sur la place publique désormais. Absolument, mais Jean-Claude Kouagou, le clergé, par le rôle justement qu'il a si bien rappelé, déjà qu'il a pu jouer dans le passé, est quand même en droit de réclamer que le chef de l'État les associe d'une façon ou d'une autre aux discussions, parce qu'en réalité, le clergé est encore plus proche du bas peuple que les autorités. Oui, c'est exact. Je suis d'avis avec mon confrère Baguidi. Mais je ne souhaiterais pas que la question de foi domine le débat national. La question de foi, elle est d'abord personnelle. Non, mais ça a été l'occasion pour le président de la République de parler de l'intox et des fausses informations balancées. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais que voulez-vous? Quand vous embauchez une trompette et que les gens ne veulent pas écouter, on a vu au lendemain de son bilan de santé, il est venu à Notre-Dame communier. Récemment à Épiphanie. S'il n'est pas chrétien catholique, il chercherait quoi? Jusqu'à aller prendre la communion. Mais constitutionnellement, il a l'obligation de protéger toutes les religions. L'État est laïque. L'État est laïque et nous en avons suffisamment. Ne serait-ce que le christianisme, pour une étude récente auprès du ministère de l'Intérieur, c'est plus de 800 courants. Mais pourquoi on serait en train de dire catholique tout le temps? Je suis chrétien catholique. Je n'ai rien contre. Mais je ne voudrais pas que le clergé politique, quand bien même, par le passé, et surtout en 90, le clergé, peut-être par providence ou par concession, par compromission, on est parvenu à identifier la plus haute autorité du clergé catholique pour présider le présidium de la conférence nationale, pour que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord et je rends hommage au clergé catholique et à l'ensemble des acteurs qui ont pris part à cette conférence-là. Mais que de là
qu'on pense qu'il faut privilégier le clergé catholique. Je dis non. Non, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas parlé d'être privilégiés. C'est juste que le clergé demande à être plus associé. Je suis entièrement d'accord que dans la conception générale des citoyens béninois, le clergé catholique, l'Église catholique romaine occupe une place prépondérante dans l'esprit des citoyens. Il n'y a pas de débat à faire à ce niveau-là. Mais je dis, quand bien même il ne l'exprime pas en ces termes, mais si le chef de l'État décide systématiquement de consulter le clergé catholique béninois, c'est qu'il faut consulter aussi d'autres courants. Non, au risque de... Vous n'allez pas prendre le débat sur cet aspect. Non, c'est pourquoi je dis... Non, Ricardo, oui. Je dis, je n'ai rien contre. J'ai dit aussi que je suis chrétien catholique. J'ai rien contre. J'ai reconnu les mérites du clergé catholique, surtout à la conférence nationale. Mais je dis que de là, on pense que systématiquement, je dis bien systématiquement, on peut consulter, mais rendre ça systématique, c'est là où moi, j'émets des réserves. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Donc, je dis, la conférence épiscopale, elle a un rôle d'éducateur, elle a un rôle de berger, de conducteur. Elle n'a qu'à éduquer les citoyens dans les paroisses, dans les temples, pour que nous puissions même changer nos attitudes qui compromettent le bon fonctionnement de l'État. C'est une nouvelle mission que vous assignez à non, c'est leur mission et ils savent bien faire cette mission-là, ils savent bien l'accomplir. En tout cas, James Baguidi, cette rencontre aura permis vraiment d'édifier les uns et les autres. Oui, en tout cas, c'est ce que nous rapporte la presse et puis ceux qui ont voulu s'exprimer après cette rencontre. Le clergé catholique, désormais, sait exactement pourquoi le chef d'État a agi de telle manière et le chef d'État a été clair vis-à-vis du clergé catholique. Il ne fait que mettre en œuvre ce qu'il a promis pendant sa campagne électorale. Et j'aimerais bien revenir sur cet élément particulier sur lequel le chef d'État ne cesse de s'exprimer depuis quelques jours. Il dit faire ce qu'il a promis. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller réécouter, relire son programme de société, réécouter ce qu'il a promis pendant qu'on était en campagne électorale. Et c'est là également l'un des défauts du Béninois, c'est celui de voter pour une personne, non pas pour son programme de société, mais surtout pour ce que cette personne incarne à un moment donné de l'histoire. Le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir sur la promesse de réforme institutionnelle, de réforme politique, de réforme administrative, de réforme dans tous les secteurs. C'était très détaillé et il a toujours dit qu'il souhaite faire du Bénin un Bénin différent de celui qu'il a toujours été. Et s'il le faut faire, il faut en passer par des réformes qui sont douloureuses. Peut-être peut-on reprocher au chef de l'État de n'avoir peut-être pas hiérarchisé les réformes et de commencer par les moins douloureuses pour finir par les plus douloureuses. Mais en même temps, c'est un choix. Justement, c'est un choix pour le chef de l'État de commencer par ce qui est peut-être beaucoup plus douloureux pour que ces résultats-là puissent atténuer les douleurs qui vont s'en suivre et que tout cela puisse être accepté par le Béninois. Mais nous nous retrouvons également dans une situation où certaines personnalités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient de certains milieux et même une partie de la population exploitent les moindres petites, je ne dirais même pas les failles, mais également les moindres petites informations en les détournant de leur contexte. Et le chef de l'État l'a dit. Il l'a dit. Et nous avons même le malheur aujourd'hui au Bénin d'avoir des réseaux sociaux qui sont extrêmement toxiques parce que n'importe quel... Et puis, notre administration est devenue quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. N'importe qui trouve un document administratif qui lui paraît un peu alambiqué, il photographie ce document et il l'envoie dans les réseaux sociaux. On ne sait pas toujours, on n'a jamais su par où cette information est venue. Et puis, quand même, ce n'est même pas une information véridique, on la balance comme étant une véritable catastrophe. Et totalement, le pays se met en émoi. Vous avez entendu parler de cette affaire de suspension du passeport diplomatique du PDG de Petroline, Samuel Dosso Aoré, qui simplement avait perdu son passeport et qui, dans la procédure normale, il fallait annuler le passeport diplomatique perdu et informer les ambassades
que ce passeport-là, portant tel numéro, ne doit plus être reconnu. Mais on a automatiquement dit que les relations se sont détériorées entre les chefs d'État. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, c'est comme ça que n'importe quel document administratif aujourd'hui qui porte peut-être le moindre indice de ce que le gouvernement ne se porte pas bien, de ce que les rapports entre tel ministre et le chef d'État ne sont pas appropriés, ne sont pas bien, ou bien que le préfet est au bout là, parce que c'est quelqu'un qui suscite beaucoup de commentaires aussi sur son action, qu'il y ait la moindre bisbille avec le chef d'État. En tout cas, ça sera utilisé, exploité à des fins le plus souvent malsaines. Et ça, il faut absolument que cela soit corrigé. Le chef d'État a eu raison d'en parler, mais je ne sais pas si aujourd'hui, en tout cas, le Bénin a les moyens de contrôler et de réguler les réseaux sociaux. En tout cas, le verre, il est toujours dans le fruit, et espérons justement qu'on puisse trouver les voies et moyens pour réellement contrôler ça, afin que les informations confidentielles, les informations administratives puissent rester administratives et que justement... des moyens existent, c'est peut-être que ne sont pas suffisamment outillés, sinon à partir de la première émission, c'est d'où l'information est partie. Bien sûr, c'est pour ça existe. Alors on va aborder un autre sujet dans cette émission Club Média 7. Jean-Claude Kouagou, vous avez suivi hier samedi, je dirais, à Parakou, ce congrès des forces Cori pour un Bénin émergent. Cela avait été annoncé, finalement ce congrès a eu lieu, et la présence de l'ancien président, Boni Yayi également, à ce congrès. C'était un congrès qui a drainé beaucoup de monde visiblement. C'est Léopold Sédar Senghor qui disait bien, et si bien, que l'émotion est nègre et la raison est hélène. Quel est le lien? Oui. Ressusciter feu Mathieu Kérékou, il viendra faire son buzz chez les Béninois. Donc, je voudrais expressément dire que ce n'est pas un événement exceptionnel. Il y a eu du monde parce que c'est un ancien président qui, au terme d'un long silence, fait apparition en public et que des gens veulent aller le voir, écouter son message si éventuellement il en avait. Et voilà la raison qui peut sous-tendre l'expression d'un mouvement populaire autour de ce meeting. Et surtout quand c'est organisé sur une place publique ouverte, il y a aussi des raisons que manifestement tout passant puisse s'arrêter pour satisfaire une curiosité. Et donc, il y a eu du monde, et c'est Bruno Amosso aussi qui sait bien le dire. Était-ce des militants ou bien la foule? Et c'est cela. Il y a eu une foule, mais est-ce que c'était des militants? Bon, ça, on ne pourrait pas répondre à cette question vu qu'on n'était pas à ce congrès. Non, je ne voudrais pas répondre, mais j'analyse et je pose la question de savoir qu'il faut le reconnaître. Oui. Il y a eu un monde. C'est sur une place publique ouverte que l'activité a eu lieu et qu'en conséquence, les curieux, les badauds, les militants, les sympathisants ont pris part à cela. Mais à tout point de vue... on aurait mieux apprécié si c'était dans un enclos, n'est-ce pas, dont on connaît le nombre de places et que l'entrée est subordonnée à la présentation d'un badge ou d'une carte de membre. On aurait pu apprécier avec beaucoup plus d'objectivité que ceux qui sont venus. Nombreux sont des militants FCBE. Mais à tout point de vue, James Bagidi, on a tendance à croire justement sur les images que nous avons vues, cette forte mobilisation que les gens voulaient voir l'ancien président Boni Yayi. On a même vu des gens porter des lanternes sur la tête pour chercher en plein jour Boni Yayi. Moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. La première chose qu'il faut observer, c'est que le congrès s'est déroulé dans un environnement qui est réputé être un fief des forces Cori pour un Bénin émergent. Absolument. Lors des dernières élections, c'est presque un raz-de-marée que les forces Cori pour un Bénin émergent ont accompli dans cette localité. Et il ne devait étonner grand monde, que si Boni Yayi, après pratiquement un an et demi
de disparition médiatique, silence. Fait une apparition, qu'il y ait autant de monde qui ait envie de le voir. Dans une perspective également où il y a un discours nocif sur la gouvernance en cours et qui tend même à tort, à des moments donnés, à faire des comparaisons pour dire que du temps de Boni Yayi, c'était mieux. Et à un moment ou à un autre, la foule que Jean-Claude Kouagu évoque puisse venir s'inspirer ou écouter ce que Boni Yayi avait à dire et qui soit différent de ce que Patrice Talon est en train de faire. Mais il n'en demeure pas moins que cette quantité de militants, ces personnes qu'on a vues avec des lanternes, des torches et consorts pour rechercher Boni Yayi, ils avaient l'air, je ne saurais l'apprécier totalement en profondeur, mais ils avaient l'air d'être contents de le voir quand il est finalement apparu à leurs yeux. Et cela s'explique pas seulement, notamment également du fait, comme je l'ai déjà dit, qu'il se trouve là, être dans son fief, qu'il revient d'un long silence médiatique et que le chef de l'État actuel a été beaucoup décrié dans la localité comme ne faisant pas ce pourquoi il avait été élu. Maintenant, quand on a dénombré cela, il faut aussi faire la comparaison avec, je dirais, l'électorat global dans cette partie du pays pour voir est-ce que le nombre de personnes que l'on a vues dans la rue et puis au meeting des Forces Kodi.Béné émergents, est-ce que cette foule est déjà suffisante pour démontrer que Boni Yayi demeure la personnalité politique la plus populaire de la localité? C'est justement la question que j'allais vous poser parce que la présence, par exemple, d'un certain Lionel Zinsou qui n'était finalement pas là. Est-ce que Rachidi Badamassi, qui est quand même très connu dans cette circonscription électorale, devrait craindre quelque chose? Ah, ça, je ne saurais le dire aujourd'hui. Je pense que Rachidi Badamassi, s'il a quelque chose à craindre, il devrait le craindre non pas seulement de ceux qui sont de ce camp-là, mais également de ceux qui sont du camp dans lequel il se trouve aujourd'hui. Parce que tout le monde a envie de se positionner, d'être au plus près du chef de l'État. Et il y a des risques pour chaque homme politique aujourd'hui de perdre le fief qui est le sien. Et donc Rachidi Badamassi, comme d'autres, peut avoir des soucis à se faire, surtout qu'en face, l'opposition commence à préparer les élections et il va, je dirais, un peu plus tôt que le pouvoir actuel qui se préoccupe de faire les réformes pendant que l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition, se charge d'intoxiquer et de faire croire que rien ne va dans le pays. D'accord, merci. Merci à vous, James Ouagidi. Nous sommes tenus par le temps. Jean-Claude Kouagu, 10 secondes pour conclure cette émission. 10 secondes. Non, je dirais que c'est d'abord un honneur pour moi d'être invité sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Pour le dernier sujet que nous évoquons, oui. Moi, cela ne m'étonne pas. Je crois que au-delà de cette apparition du président Boni Yayi, prenons FCBE elle-même, c'est que c'est une sortie en prélude certainement aux prochaines joutes électorales et c'est une circonscription, la 8e, dont Parakou, c'est une circonscription qui sera difficile à négocier, qu'on soit du côté de Boni Yayi ou du côté de Talon, en raison des ambitions légitimes des uns et des autres qui sont proches de tel ou de tel homme, leader charismatique. Merci à vous, Jean-Claude Kouagu. James Ouagidi, c'était un plaisir. Un plaisir renouvelé chaque fois que je suis sur ce plateau et j'aimerais en profiter pour saluer Mesmer qui est aujourd'hui absent et que vous remplacez avec brio. Merci à vous, James Ouagidi. Je le rappelle, vous êtes le rédacteur en chef de Eden TV, la télévision Eden TV. Merci d'être passé. Bon. Merci à vous aussi, Jean-Claude Kouagu. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Matinal. C'était un plaisir, chers confrères, de vous avoir reçu. Merci. On va se dire à très vite. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention à cette émission Club Média 7. À très bientôt. Au revoir.